Oh là! Hey, on parle d'immobilier, puis on aime ça avec Yannick Parent. Bonjour Yannick, courtier immobilier. Comment ça va, vous deux? Yannick Parent, ton micro sera ouvert dans les prochaines secondes. Dans 3, 2, 1. 1. Action! Est-ce que je suis là? Ah oui, je pense que je suis là. Wow. Yannick, 2 sujets aujourd'hui. Un qui pue, un qui pète. Un qui sent la cigarette. Réglementer, gars, si elle est forte. Réglementer la location de courte durée permettrait de freiner la hausse des loyers et après, vendre sans garantie légale. Puis avant, oui. Oui. Puis avant ça, vous savez comment, je l'avoue candidement, je suis TDAH et ma chronique va l'être aussi. Je vous ramène 2 minutes je ne vous attendais pas à ça, à la chronique d'hier qu'on a fait dans le domaine policier parce que j'ai eu énormément de réactions suite à ça. Et je veux absolument vous lire un texto que j'ai reçu d'un policier, pas plus tard ce matin. On ne parle pas de quelqu'un qui est retraité, on parle de quelqu'un qui est en fonction. Est-ce que vous me permettez? Oui, mais remettons juste en contexte. Oui, c'est pour aider les gens. Oui, remettons juste en contexte hier, là, parce qu'il y a eu la sortie de Fadi Daguerre, entre autres, avec le poste à Montréal-Nord. On parlait de ça hier. Là. Donc, est-ce que les policiers vont se désengager? C'était ça le propos. Exactement. Et ça a fait réagir. D'ailleurs, je veux juste vous souligner des gens qui m'ont écrit, c'était bien le fun de vous entendre parler de ça. Parce que vous savez que tous les policiers présentement qui sont en fonction ne peuvent pas sortir du cadre. Hein? Ils ne vont pas vous appeler après-midi pour commenter. Ils sont en fonction, ils ne peuvent pas le faire. Des gens qui sont dans leur service pour ça. Alors, quelqu'un qui m'a écrit sur le couvert de la confidentialité, disons-le comme ça. Merci de prendre position en tant qu'ancien. Tu as raison sur tous les points. En fait, c'est pire que vous pensez le désengagement pour les policiers. Pour ma part, ça fait quelques années déjà. Je sauve ma peau et mon chèque de paye en premier. Oh! J'évite le reste et plus aucune action initiée de ma part. Il me reste 6 ans. La société a les policiers qu'elle mérite. J'ai eu la chance d'aimer ce travail quelques années au moins. J'ai déjà été motivé, tu me connais un peu. La société m'a changé. On n'a pas vraiment le droit de parole comme policier, mais on sait apprécier ceux qui en parlent. Et il rajoute ceci, c'est la grande majorité des policiers, genre 80%. J'espère que ce n'est pas tout à fait le cas partout. Les nouveaux qui arrivent restent motivés environ 2 ans avant de réaliser dans quoi ils se sont embarqués. C'est triste pour les générations futures. Le balancier est complètement rendu de l'autre bord. D'ici quelques années, si rien ne change, plus personne ne voudra faire la job. Et cette personne-là vous remercie personnellement, Marc et Isabelle, d'aborder ces enjeux-là. Mais ce texto est dramatique. Là. Moi, ça m'a jeté en... C'est pour ça que je ne pouvais pas contourner ça aujourd'hui avec vous autres. J'apprends rien, moi, c'est drôle. J'apprends rien. Non, on apprend, c'est ça malheureusement. Ouais, mais de l'entendre... C'est dramatique. c'est sûr, mais j'apprends rien. Puis tu sais, c'est à répétition. Puis je le blâme 0. Non, 0%. C'est ça. 0. Voilà. Vas-y, mon vieux Tim Horton, tranquille. Non, je suis désolé. Il le dit très bien. Mais c'est préoccupant. Mais est-ce qu'il y a aussi une portion où est-ce qu'ils sont... supportés, soutenus. Tu sais, oui, il y a l'aspect du terrain, de comment on traite, mais il y a l'aspect de la tête aussi dirigeante. Est-ce que ça, ils se sentent supportés, soutenus? Aucunement. Puis je le dis là, puis je le dis avec aucune... tu sais, je suis un ancien patron dans la police, là. Fait que, écoutez, c'est comme si je m'auto-flagellais en disant ça, mais les policiers qui sont au niveau de la patrouille, tous ceux qui m'écrivent ne se sentent pas supportés comme ils devraient l'être, ne se sentent pas encadrés, ni par le contexte politique, ni par les patrons dans la police, ni par la réglementation applicable. Vous savez qu'à Montréal, entre autres, des policiers qui se font insulter au quotidien, puis de mémoire, là, il n'y a même pas de réglementation municipale pour les défendre dans ce cas-là. À Montréal, non. Honnêtement, c'est un non-sens. Il faut que ça change. Puis, tu sais, quand on parle, c'est beau les discours politiques, puis municipales, puis des maires, mairesses de venir dire que c'est horrible et tout ça. Mais tant qu'il n'y aura pas plus d'outils pour les policiers, c'est le genre de discours, malheureusement, qu'on va lire et entendre. Voilà. Hey, j'ai fait ma grande parenthèse policière. Je peux-tu revenir avec mon... Mais oui, on change la casquette, le chapeau, parce que ça concerne, on en parle à chaque été, des fameux Airbnb. Là, quand on dit location courte durée. À Montréal, on s'est muni d'un règlement là, qui encadre juste l'été, de juin à septembre. Ouais. Mais ça fait en sorte que les loyers sont plus chers. En fait, oui, c'est ça. En fait, ce qui arrive, c'est que quand on réglemente dans une ville, il y a une étude qui a été faite, en fait, par des chercheurs de l'Université McGill, qui a fait un genre d'échantillonnage de 800 municipalités au Canada, pas juste au Québec. Et parmi ces 800 municipalités-là, il y en avait 309 qui avaient appliqué une réglementation pour encadrer la location court terme. Et c'est avéré que dans ces municipalités-là, ils se sont rendus compte que le loyer extérieur traditionnel, donc les loyers qu'on va louer en long terme, étaient moins chers lorsqu'on réglementait. Ouais. Là, je vais dire, pourquoi, Yannick? C'est fort simple. C'est que je prends l'exemple sur Montréal. On a le droit, en fait, de faire de la location court terme. Vous le savez maintenant. Hein? C'est entre le 10 juin, tu le mentionnais, 10 juin et 10 septembre, et on a besoin d'un permis d'exploitation. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour le reste du temps, ces gens-là, en théorie, on sait qu'il y en a qui le font quand même, mais ils n'ont pas le droit. Mais en théorie, ces gens-là ne peuvent pas louer court terme, donc ils doivent louer d'une manière traditionnelle. Donc, si on loue d'une manière traditionnelle ces loyers-là qui ne sont pas en court terme, on vient offrir davantage. Donc, en ayant plus d'offres, on réduit forcément les prix. On parle
parle pas d'une grosse différence. Dans l'étude, on dit que les locataires en général se sont payés en moyenne, au Canada, 24 $ de moins par mois, mais c'est quand même à l'échelle du pays. Ils ont révélé qu'en 2023, c'est une économie de 192 millions quand même en termes d'économie pour ceux qui réglementaient. Et ce qui est quand même fascinant dans cette étude-là, on dit que même les municipalités qui sont limitrophes, qui n'appliquent pas de réglementation, exemple Longueuil, qui n'a pas la même réglementation que Montréal, bien à ce moment-là, bénéficie aussi de cet effet-là d'encadrement qui est fait à Montréal. Donc, ça a un impact sur le coût à la baisse des loyers. Oui. Voilà. Donc, il faudrait que les municipalités emboîtent ce genre de pas-là? Absolument. Absolument. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est location court terme, localement et socialement, donc aux alentours, dans le quartier où il y a un appart en question, et socialement, c'est d'une inutilité totale. Ce n'est que bon pour le propriétaire qui loue. Parce que des hôtels, il y en a déjà. Ça fait que viens pas me dire c'est bon pour le tourisme. Il irait ailleurs. Tu décides pas d'aller à Montréal parce que du Airbnb. Le consommateur paie moins cher souvent. Je m'en fous. Je te dis juste que la réalité, c'est que socialement, ça sert à rien. Un hôtel, ça sert à amener des touristes. Il y en a déjà. Il y a personne qui se dit je vais aller à Montréal parce que des Airbnb. Si il n'y en avait pas, tu irais à Montréal. En même temps, dans certaines régions, je pense aux régions éloignées. Je te parle de Montréal, moi. OK. Parce que dans les régions éloignées, souvent, il n'y a pas assez d'offres. Oui, mais il n'y a pas de problème non plus, je pense pas. Là. Qui va là? Qui va sa Côte-Nord Airbnb? Là? Ben, il y en a plein qui vont dans Charlevoix, qui vont aller sur la Côte-Nord. Ah, Charlevoix, c'est autre chose. Charlevoix, mais la Côte-Nord aussi, ou la BTB. Non, mais Sept-Îles. Il ne doit pas avoir tant de Airbnb à succès à Sept-Îles. Ben, c'est sûr qu'il y en a. OK, mais qui ne change Puis rien à des fois, rien. c'est des chalets à Airbnb aussi. Ben, oui, mais ça n'enlève pas la crise du logement, des chalets. Non, mais c'est ça, mais... Moi, je veux juste te dire que c'est uniquement un problème du propriétaire qui le fait. Puis moi, ça a le droit de vivre. Là. On s'appelle un système, ça s'appelle l'économie. Puis tu as le droit de faire... Tu as un bien immobilier, tu peux l'utiliser. J'ai pas de problème. Mais je fais juste faire une petite parenthèse que les Airbnb, socialement et dans le quartier où ça s'installe, ça n'a aucune plus-value à part le propriétaire. Ben, sur aucun plan. Puis moi, disons que je m'oriente vers tout ce qui est la notion de la crise du logement. Ce que je dis par rapport à ça, puis on va se rejoindre à quelque part là-dedans, c'est que ce qui était intéressant, plus tu encadres, en fait, plus tu viens donner des règles, plus tu viens amoindrir ta pression ailleurs. Fait qu'on parle souvent de solutions à la crise du logement. Bien, peut-être, comme tu dis, Isabelle, de réglementer davantage. C'est vrai que c'est peut-être moins fréquent dans certaines régions du Québec, mais pour enlever cette pression-là qu'il y a sur le peu de logements, des fois, qui sont abordables, bien, je dirais que c'est une très bonne chose. On le voit dans cette étude-là. C'est ce que je dis. Ben, c'est clair. C'est ce qui est dit. C'est clair. Il y a quelque chose aussi dans les logements où il y a des logements Airbnb. Mettons, dans un bloc où tu as des gens qui y vivent pour vrai, puis ils font aussi de la location court terme, il y a quelque chose qui peut être très dérangeant pour ceux qui louent dans ce tour-là. En copropriété, tu dois, tu sais, je sais que tu la Tour des Canadiens. Ben voilà, on a tous le même exemple. Tu sais, il y a des gens qui déplorent, d'ailleurs, de plus en plus, en fait, de moins en moins de projets ont la possibilité de le faire, parce que les acheteurs qui veulent demeurer là ne veulent pas acheter simplement. Chez nous, quand tu rentres, là, je reste au centre-ville, il y a la plus belle, il y a une pancarte, c'est pas compliqué, il y en a une. Il y a le nom de l'édifice, l'adresse, puis après ça, c'est marqué « Ceci n'est pas un hôtel ». Puis moi, je suis sur le CA, là, on est 5, puis l'affaire qu'on surveille le plus, c'est ça. Fait que d'un coup, hop, il s'annonce sur Airbnb. Non, monsieur, ça marche pas de même, c'est 1 an minimum. Puis est-ce que vous êtes capable de sévir? Parce que moi, j'avoue que... personne, zéro, ça n'existe pas. Ben oui. Parce que dans notre bloc, nous, il y en a. Il y en a plein d'Airbnb, mais je loue, là, mais je savais pas, moi, quand j'ai décidé d'habiter là, qu'il y avait Tu vois, c'est très mal géré. C'est géré en Taouin. Parce que vois-tu ce que tu dis, là? Oui. Ben c'est ça. Puis les plaintes qui reviennent le plus souvent, ben tu sais, je les nomme, là. C'est la piscine du complexe. Oui. La fin de semaine, gros c'est party. le gros party. Oui, la c'est musique le bordel, forte. le bruit, le mauvais état, les aires communes qui sont laissées. Tu sais, je veux dire, on met pas tout le monde dans le même paquet, mais disons-le. Tu t'en vas à l'hôtel. C'est ça. C'est ça. Tu t'en sacs. Puis il y en a qui se font démolir. Alors, c'est sûr que c'est une industrie qui... Puis là, il y en a qui ne m'aimeront pas en disant ça, ça ne me dérange pas. C'est une industrie depuis longtemps qui a besoin d'être réglementée. C'est clair. C'est une très bonne chose. Puis continuer à le faire, ça va juste aider les gens à louer des logements conventionnels. Pourquoi il y a autant de laxisme? Bien, en fait, on dirait... parce que c'est payant. Ben, tu l'as dit, c'est payant pour les propriétaires, mais pourquoi on ne le gère pas dans nos politiques? Là? Pourquoi on ne met pas des réglementations si c'est que le propriétaire que ça bénéficie? Ah, ben le politique, chacun peut avoir sa théorie, mais moi, pour ce qui est des buildings, c'est que nous autres, c'est 300 unités. Oui. Ça fait qu'il y a des moyens d'avoir un gestionnaire, avoir un vrai conseil d'administration. Mais ça, c'est une personne, mais donc les réglementations... Non, ce que je veux dire, c'est que si tu es dans un building de 50 unités, tu n'as pas les moyens de pouvoir faire tout ce que ça comporte, tu comprends?
Quand tu es dans une tour, tu as des moyens, parce que tu as plein de monde qui paye plein de frais de condo. Quand tu es dans un 12 logements, ben c'est tout. C'est comme, puis là, tu vas pas te lever pour aller voir Paul au deuxième, que chaque week-end, c'est un gars de Toronto non, qui mais vient. je comprends, mais moi, je te parle, pourquoi il y a autant de laxisme sur la réglementation, ça, c'est pas le propriétaire qui va le décider. Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, c'est une bonne question. Puis tu vois, Isabelle, sur l'échantillonnage, là, on prend 800 quartiers, il y en a seulement que 300 qui avaient une réglementation applicable. Tu te dis, écoute, c'est parce que c'est pas né d'hier, ça, c'est la location court terme. Pourquoi on en est encore là? Alors voilà. Surtout qu'on parle de crise de logement, c'est difficile. Puis là, les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter, là, on sait, ça fait une différence sur les prix. Bien, faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Puis en plus, tu parles de revenus pour les villes. Il y a des permis d'exploitation quand même qui sont émis par certaines municipalités. C'est des revenus Deuxième sujet, vente sans garantie légale. Combien de temps? Hugo, il dit une non, demi-heure. il va rester avec nous autres. Tends-tu qu'il pourrait jaser avec nous autres de l'âge? Ouais. Reste avec nous autres après. Non, mais continue, là. Garantie légale? Oui, c'est gentil, mais... Vous êtes mêlés, là. Oui, là, ben c'est correct. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hugo, qui était dans la régie, parle dans les oreilles de Marc. Donc, vous, moi, Yannick, on l'entend pas, mais c'est ça qui s'est passé. Parfait. Yannick, tu peux y aller. Ben oui, ben là, c'est parce que, voyez-vous, il y a une autre étude récente qui est sortie présentement. Vous savez, en 2022, c'est environ 12% des propriétés au Québec qui se vendaient, qui étaient vendues sans garantie légale de qualité. 2026, 44%, près d'une propriété sur deux se vend sans la garantie légale. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Puis, on va vous dire comme je le pense, c'est un abus de ce concept-là. Je dis haut et fort, il y en a des propriétaires, même si tu sais, peut-être dans mon canot, je suis courtier immobilier, c'est un abus de cette procédure-là qu'on voyait à l'époque pour des propriétés antiques, pour des successions, pour des propriétés qui avaient des problèmes graves. Là, c'est la saveur du mois, la vente sans garantie. Pourquoi? Non, mais c'est vrai, parce que les gens qui vendent leur propriété veulent se libérer de l'aspect légal. Exemple, tu ne peux pas, pour que les gens comprennent bien, là, une vente sans garantie légale, le notaire va toujours vous stipuler que les acheteurs ne peuvent pas poursuivre par la suite pour un vice caché. Alors, l'étude dont je vous parle relate différents facteurs, mais le facteur principal, c'est que c'est tellement difficile d'accéder à la propriété. La balle, en général, au Québec, est tellement dans le camp des vendeurs que les vendeurs, même maintenant, ces ventes sans garantie légale, en fait, il n'y a pas plus de délai, puis ils ne vendent pas moins cher. Ouais. Mais en bout de ligne, tu as des acheteurs qui achètent avec beaucoup moins de protection, puis tu as énormément de maisons qui n'ont aucune raison valable, en fait, au niveau de la structure, de la problématique. C'est juste pour se protéger, en fait, du côté du vendeur. Mais c'est tout l'acheteur qui met la pression sur ses épaules. C'est dans ce sens-là où je dis c'est utilisé à outrance. Puis Yannick, sérieusement, à l'époque, là, bon, c'est peut-être technique pour tout le monde, mais à l'époque de la loi 16, puis à l'époque où le provincial a resserré la gestion des condos en disant, ben c'est de même, c'est la loi, comment t'expliques qu'on peut se retirer de ça? Comment t'expliques que c'est pas... Ben non, quand tu vends un bien immobilier, il y a une garantie légale, puis tu sais tout, point barre. J'en viens pas qu'on puisse négocier ça. Ah oui, absolument. C'est fù, là. Puis la même étude révèle que, dans le fond, les acheteurs, ils acceptent cette situation-là un peu par dépit parce qu'ils n'ont pas le choix. Les maisons sont trop chères. Ils sont pas capables d'accéder. C'est un jeu de négo, là. C'est un jeu de négo. Ça devrait être obligatoire. Fait que dans le fond, ce que l'étude révèle, ils vont miser sur la localisation, sur le prix de la propriété, puis ils vont laisser de côté cette condition-là qui est pourtant si importante. Puis il y a une légende urbaine qui dit « Hey, j'achète sans garantie légale, je n'ai pas besoin de faire inspecter la maison. Ah, ben si on en a parlé. Là, on est rendu. Là, c'est la deuxième étage de la fusée. C'est formidable. Mais donc, ça devrait être obligatoire, la garantie légale. Ça devrait pas être un choix. Je trouve que ça ne devrait pas être un choix de s'en désister. Tu sais, il y a certains cas où je suis d'accord. Je vous donne un exemple. Tu as un vendeur devant toi, là, puis je fais pas de l'agisme, là, mais quelqu'un qui est un petit peu plus vieux que moi, là, qui a 75, qui a 80 ans, qui vend sa propriété. La maison est âgée aussi. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu veux aussi te libérer un peu de cet aspect-là. OK? Puis la maison est vieille, elle est vieillissante parce que c'est un des facteurs. On va se le dire, les maisons au Québec ne rajeunissent pas. Mais tu sais, tu as une maison 2008, je m'excuse, tu as 30 ans, tu l'en vends, puis il n'y a pas de problème majeur, tu la vends sans garantie légale. Moi, j'ai un méchant problème avec ça. C'est parce que surtout n'importe quoi que tu achètes de moins cher, il y a une garantie de 30 jours, là, à moins que ce soit en solde des ventes finales, là, mais la plupart du stock que tu achètes, il y a une garantie. Là. C'est ça, c'est que Marc et Isabelle, dans certains cas, c'est encore approprié. Mais là, présentement, ce que l'étude révèle, écoute, une maison sur deux. C'est on va en bas de la chaise. 50%. Là, sérieux, c'est de l'abus. Yannick, bouge pas. Ouais. Bon.